Bonjour et bienvenue à notre webmission Dialogue Fidélité. Je m'appelle Sarah Vétéré et je suis directrice des ventes régionales à Montréal. À l'approche de la fin d'année, les conseillers doivent gérer des échéances cruciales qui peuvent avoir un impact sur les portefeuilles et les résultats fiscaux de leurs clients. Nous parlons ici des cotisations au REE, des stratégies REER et des nouvelles opportunités offertes par le CELIAP. Le timing est essentiel pour maximiser les avantages. Aidez-vous vos clients à optimiser leur retrait de CELI avant la nouvelle année? Et quelles mesures proactives peuvent les positionner pour réussir en 2026? Pour expliquer les points essentiels à considérer avant la fin de l'année, j'ai le plaisir d'accueillir Jacqueline Power, directrice en chef de la recherche sur la retraite et la fiscalité chez Fidélité. Jacqueline, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci, Sarah. Parfait. Donc, commençons par la première question. Quelles sont les dates limites importantes de fin d'année dont les conseillers et les investisseurs devraient être conscients? Alors, en premier, la dernière transaction, ça doit se faire avant ou par le 30 décembre parce que ça donne une journée pour le règlement de la transaction. Une chose à considérer, si vous avez des clients qui veulent faire des contributions au REE pour être capables de recevoir des subventions, ces contributions doivent se faire par le 30 décembre aussi. Ça ne peut pas se faire l'année prochaine et pour que les subventions soient payées pour 2025. Une autre chose à considérer en particulier, c'est pour les enfants qui ont l'âge de 15 ans dans 2025. S'ils n'ont pas établi un REE et ils n'ont pas reçu des subventions dans le REE, c'est nécessaire qu'une contribution soit faite avant la fin de l'année de 2025 pour qu'ils puissent recevoir les subventions cette année. Parce que s'ils attendent à l'année où ils ont l'âge de 16, dans cette situation, ce qui arrive, c'est qu'ils ne vont pas être admissibles pour les subventions. Une autre chose à considérer, c'est à propos du REI. Alors, avec celui-ci, s'il veut recevoir des subventions, encore, les contributions doivent se faire avant le 30 décembre ou avant le 31 décembre. Et si quelqu'un a l'âge de 49, ça, c'est la dernière année qu'ils seront admissibles pour les subventions. Alors, la contribution doit se faire avant la fin de l'année pour être capable de recevoir ces subventions pour le REI. Super intéressant et important aussi pour les conseillers et les investisseurs de prendre ces dates en note. Donc, maintenant, quelques questions sur des comptes d'investissement spécifiques. Pour commencer, le CELI. Donc, quels sont les points importants à surveiller concernant le CELI? OK. Alors, en premier, quelqu'un est admissible pour leur CELI s'ils ont l'âge de 18 ans, ils sont un résident du Canada et ils ont un NAS. Alors, ça, c'est en premier ce qui est important. Tout le monde reçoit le même montant qui peut être contribué au CELI. Alors, présentement, c'est 7 000 $. À l'année prochaine, ça va être 7 000 $ aussi. Si il y a des clients qui sont admissibles au CELI depuis 2009, mais ils n'ont jamais établi un CELI, ils peuvent contribuer 102 000 $ dans leur compte. Alors, beaucoup de ce côté. Une autre chose à savoir, c'est à propos des retraits. Alors, s'il y a des clients qui veulent faire des retraits, ils ne savent pas s'ils vont le faire en janvier de 2026 ou en décembre de 2025. C'est probablement mieux de faire le retrait en 2025. Et la raison, c'est parce que quand ils font le retrait, ils vont recevoir le montant qui est retiré comme droit à contribution l'année prochaine. Alors, s'ils font le retrait en 2025, le 1er janvier, ils vont recevoir ces droits de cotisation. S'il attend et fait le retrait en 2026, il doit attendre jusqu'à janvier 2027 pour être capable de recontribuer ce montant. Merci, Jacqueline. Et passons maintenant au CELIAP. Quelles sont les règles entourant le CELIAP, en particulier en ce qui concerne les droits de cotisation? Et plus précisément, combien de temps une cotisation doit-elle rester dans le CELIAP avant de pouvoir être retirée?
OK. Alors, en premier, comme avec le CELI, quelqu'un est admissible quand ils ont l'âge de 18 ans. Le compte peut être ouvert pour 15 ans. Alors, si quelqu'un croit qu'ils vont acheter une maison avant qu'ils ont l'âge de 33, c'est bon d'établir le CELIAP à l'âge de 18. Mais s'ils croient que peut-être ça va être quand ils ont 40 ans ou quelque chose comme ça, c'est mieux d'attendre un peu avant de l'établir parce qu'il peut être ouvert seulement pour 15 ans. Une autre chose à savoir, c'est que le montant qui peut être contribué chaque année, c'est 8 000 s'il ne contribue pas le montant au complet dans une année, le maximum qu'il peut rattraper, c'est 16 000 Alors, seulement pour 2 ans qu'il peut rattraper. Pendant leur vie, le maximum qu'il peut cotiser, c'est 40 000 Une autre chose à savoir, c'est que pour les droits de contribution, ils commencent seulement quand le compte est ouvert. Alors, si quelqu'un ouvre le compte dans 2025, ils vont avoir les droits de contribution de 8 000 L'année prochaine, un autre 8 000 qu'il peut contribuer. Une autre chose à savoir, c'est que le CELIAP est vraiment une bonne balance entre le CELI et le REER. Alors, quand ils font des contributions, le client va recevoir un reçu pour le montant qui est contribué et ça, c'est une déduction qu'il peut utiliser la même façon qu'on peut l'utiliser avec un REER. S'ils ne croient pas qu'ils ont besoin de la déduction cette année, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut reporter ce montant indéfiniment. Alors, ils peuvent attendre jusqu'au point où ils n'ont plus d'impôts ou plus de revenus et ils peuvent utiliser la déduction à ce point-là. Une autre chose à savoir, c'est que quand ils retirent l'argent, si c'est un retrait admissible, dans cette situation, il n'y a aucun impôt qui s'applique sur cela. Et avec le CELIAP, c'est différent qu'avec le RAP. Pour le RAP, il y a une période de temps que l'argent doit rester dans le compte avant que ça peut être retiré. Il n'y a pas de minimum du tout avec le CELIAP. Alors, quelqu'un peut faire une contribution en décembre, peut retirer l'argent en janvier. Il n'y a aucun problème du tout avec cela. Super intéressant. Merci, Jacqueline. Et pour ce qui est des REER, que doivent savoir les conseillers et les investisseurs au sujet des cotisations au REER? Et peux-tu peut-être expliquer comment les cotisations excédentaires peuvent être affectées pour les aînés? OK. Alors, à propos des contributions, si quelqu'un veut utiliser la déduction en 2025, il doit faire la contribution dans les premières, comme en 2025, ou même dans les premiers 60 jours de 2026. Alors, pour les 60 jours, le 1er mars, c'est une dimanche. Alors, la contribution peut se faire jusqu'au le lundi, qui est le 2 mars. Pour ces types de contributions, ça dépend du revenu de la personne. C'est 18% jusqu'à un maximum. Et si quelqu'un décide de ne pas utiliser la déduction dans l'année que la contribution a eu lieu, comme avec le CELIAP, il peut reporter ce montant indéfiniment. À propos des contributions pour les aînés, ce qu'on trouve, c'est que de plus en plus de personnes continuent à travailler après l'âge de 71 ans. Mais on sait qu'ils doivent changer leur REER à un FER par le 31 décembre de l'année qu'ils ont 71 ans. Alors, ce que plusieurs personnes font, c'est qu'ils prennent la décision de faire une contribution excédentaire en décembre. Il va avoir une pénalité pour cela. Alors, c'est une pénalité de 1%. Mais la raison qu'il fait cette contribution, c'est parce qu'il sait qu'ils vont avoir des droits à cotisation en 2026 parce qu'ils continuent à travailler. Mais à ce point-ci, en 2026, ils ne vont pas avoir un REER. Alors, il fait cette contribution. Ils vont avoir une pénalité de 1% sur cela. Mais ce qui arrive, c'est que quand ils font leur déclaration d'impôt pour
2026, alors ça va être en avril de 2027, il peut utiliser la déduction pour la contribution qui a eu lieu en décembre de 2025. Alors, c'est une très bonne chose pour les personnes qui continuent à travailler, mais ils savent qu'ils ne vont pas avoir un REER l'année prochaine. Et parlant maintenant des REER de conjoints, donc dans quelle situation est-il avantageux de cotiser à un REER de conjoint? Oui, alors s'il y a un conjoint qui a un revenu plus élevé que l'autre, c'est une bonne idée de cette personne peut faire des contributions au REER de la personne où le revenu est moins élevé. La personne qui fait la contribution va recevoir la déduction pour cela. Et l'idée, c'est que quand il prend leur retraite, au lieu d'avoir un qui a un REER très élevé, l'autre c'est très petit, ça va être, on espère, un peu plus moyen entre les deux. Une chose à savoir, c'est que si la personne qui, le REER de conjoint, c'est dans leur nom, s'ils font un retrait dans l'année que la contribution a eu lieu, ou quand il fait un retrait, s'il y avait des contributions qui ont eu lieu dans l'année qu'il fait la contribution ou les 2 années avant, dans cette situation, le montant qui est retiré, au lieu d'être imposé dans les mains de la personne qui a fait le retrait, ça va être attribué à la personne qui a fait la contribution. Alors, c'est mieux de ne pas faire des retraits dans les 3 ans de la contribution. On reçoit beaucoup de questions à propos du FER. Si quelqu'un a un FER de conjoint et il veut faire le retrait, il peut faire un retrait du montant minimum. De cette façon, il n'y a aucune attribution qui s'applique, mais s'il retire plus que le minimum et la contribution a eu lieu dans les dernières 3 années, encore, ça va attribuer le montant au-dessus du montant minimum va être imposable à la personne qui a fait la contribution initiale. Super intéressant. Donc, merci pour ça, Jacqueline. Et sur le régime d'accession à la propriété, donc le RAP, quels sont les éléments à considérer lors des retraits? Alors, pour ces types de retraits, la plupart du temps, si quelqu'un veut faire un retrait en 2026, oui, alors beaucoup de fois, c'est mieux s'il achète la maison en 2026. Ça serait mieux de faire le retrait en 2026. Et la raison pour cela, c'est parce qu'on doit commencer à repayer ce RAP 2 ans après que le retrait a eu lieu. Alors, s'il fait le retrait en 2025, les règles générales sont qu'il doit commencer à repayer en 2027. Mais s'il attend en 2026, il ne doit pas commencer à repayer qu'en 2028. Une chose qui est intéressante, c'est que les règles présentement sont différentes. Alors, le gouvernement donne 3 années additionnelles pour les retraits qui ont eu lieu entre le 1er janvier de 2022 et le 31 décembre de 2025. Alors, cette année, c'est une exception. Peut-être si le client veut faire un retrait en 2026, ce serait probablement mieux de le faire en 2025 parce que de cette façon, au lieu de commencer à repayer en 2027, il commence à repayer en 2030. Alors, beaucoup mieux de ce côté. Et pour les paiements qu'il doit faire, c'est 1/15e du montant qui a été retiré. Ça doit être repayé chaque année. Si quelqu'un prend la décision de ne pas repayer le montant, ce qui arrive, c'est que ça va être inclus comme revenu pour eux dans l'année que la contribution a dû être faite. Et ça va être imposable dans cette situation. Et quand il fait des retraits, ça doit être repayé à un REER. Si quelqu'un fait un retrait d'un REER conjoint, ça doit être repayé à un REER dans leur propre nom et pas un REER de conjoint. C'est repayé dans un REER dans leur nom uniquement. Et l'argent doit bien rester dans leur compte, en fait, dans le REER pour 90 jours. Right, Exactement. Alors, ça, c'est une grosse différence entre le CELIAP, où il n'y a pas ce montant qui est nécessaire de rester. Oui.
Parfait. Donc maintenant, une question sur le fractionnement du revenu. Peux-tu nous expliquer comment ça fonctionne? Est-ce que les investisseurs peuvent fractionner les prestations du régime de pension du Canada avec leur conjoint? OK. Alors, en premier, pour le fractionnement général, pour les personnes qui ont, si quelqu'un reçoit du revenu d'un régime de pension, dans cette situation, il peut commencer à faire ce fractionnement de revenus à l'âge qu'il reçoit le pension. Alors, et le maximum qui peut être partagé entre les deux conjoints, c'est 50%. Pour la façon que ça fonctionne, c'est fait directement sur leur déclaration d'impôt. Alors, il ne doit pas contacter l'institution financière pour dire qu'il veut avoir ce fractionnement de revenus. C'est vraiment à la fin de l'année, ils vont regarder, OK, combien, c'est quoi le revenu pour un conjoint et l'autre, c'est quoi le montant qui est bon à partager entre les deux pour minimiser les impôts entre les deux. Alors, ça, c'est pour le revenu d'un régime de pension. Pour tout autre type de revenu, comme revenu qui vient d'un fer, dans cette situation, quelqu'un doit avoir au moins l'âge de 65 pour être capable de partager ce revenu. Les retraites doivent être faites d'un fer, ça ne peut pas être fait d'un REER. Même si quelqu'un a 65 ans ou plus, si l'argent est retiré d'un REER, ça ne peut pas être partagé entre les deux. Et à propos du RRQ, dans cette situation, le maximum, la façon que ça fonctionne, c'est que c'est partagé directement avec le gouvernement. Alors, la personne doit contacter le gouvernement, dit qu'il veut partager ses bénéfices avec leur conjoint. Le calcul se fait directement avec le gouvernement et quand les paiements sont envoyés à la personne, c'est déjà partagé à ce point-là. Parfait. Et pour les dons de bienfaisance, que devraient considérer les investisseurs lorsqu'ils font des dons de bienfaisance? Oui. Alors, pour les dons de bienfaisance, s'il veut être capable d'utiliser le crédit en 2025, le don de bienfaisance doit être fait par le 31 décembre de cette année. Alors, il n'y a pas d'exception à propos de cela. Si quelqu'un fait des dons en nature, je leur encourage de contacter l'organisme de bienfaisance pour déterminer c'est quoi la date que ce don en nature doit être fait pour être capable de savoir qu'ils vont recevoir le reçu pour 2025. Parce que différents organismes de bienfaisance ont différentes dates qu'ils peuvent accepter ces types de contributions. Si quelqu'un est en train de faire un don en cash, cela n'a aucun problème. Je crois que la plupart des organismes de bienfaisance peuvent accepter du cash jusqu'au 31 décembre. Super intéressant. Parfait. Et en ce qui concerne la déclaration T1135, quelles sont les règles à respecter et dans quelle situation ce formulaire devrait-il être déclaré? OK. Alors, pour ces déclarations, c'est quand quelqu'un a du déplacement étranger qu'ils ont. Les placements étrangers doivent être 100 000 $ ou plus. Si c'est entre 100 000 et 250 000 $, dans cette situation, ce qui arrive, c'est que il peut faire la déclaration simple. Alors, il doit seulement cocher sur le formulaire différentes choses à propos de cela, mais c'est très simple. Si ils ont, et ça c'est le coût, pas la valeur marchande, c'est le coût du placement qui doit être entre le 100 000 et 250 000. Pour ceux où c'est plus élevé que 250 000, dans cette situation, il doit faire une déclaration détaillée. Alors, beaucoup plus d'informations doivent être données dans ce cas. À propos, on reçoit beaucoup de questions, les fonds mutuels canadiens, s'ils sont investis dans un pays étranger, est-ce que la personne doit faire une déclaration pour cela? Pas du tout. Dans ce cas, ce qui arrive, c'est que c'est considéré comme être un placement canadien. Alors, le T1135 n'est pas nécessaire dans ce cas. Parfait. Et pour les simples fiducies ou bare trust en anglais,
Tout d'abord, peux-tu nous fournir une définition de cette structure et y a-t-il des mises à jour que tu penses importantes à partager aujourd'hui? Oui. Alors, pour cela, il n'y a pas une définition exacte. Alors, ce que le gouvernement dit, c'est que comme les comptes qui sont pour les enfants, comme les In-Trust For, ces types de comptes, ça, c'est une place où on trouve beaucoup que ceux-là vont être affectés par les fiducies simples. Quand c'était lancé en premier, comme le gouvernement a dit qu'il va avoir les nouvelles règles, c'était beaucoup d'informations, beaucoup de différents comptes qui étaient affectés par cela. Alors, le gouvernement a fait beaucoup de changements pour que qu'il y ait un moins de comptes qui vont être affectés par ceci. Alors, en premier, le gouvernement a dit que tous ces types de déclarations doivent être faits par le 31 décembre 2025. Ils ont changé cela. Maintenant, c'est le 31 décembre de 2026 où ça doit commencer. Et il y a beaucoup plus d'exceptions dans cette situation. Alors, en premier, si c'est une fiducie, une petite fiducie, alors le compte est moins que 50 000. Dans cette situation, le fiduciaire ne doit pas être lié au bénéficiaire. Ça peut être investi dans n'importe quoi. Et dans cette situation, il ne va pas avoir, ça ne serait pas nécessaire de faire une déclaration de fiducie pour cela. On a beaucoup de comptes où quelqu'un est lié. Alors, c'est une fiducie entre parties qui sont liées. Dans cette situation, alors peut-être c'est un compte qui est établi par un parent pour un enfant. Dans cette situation, le compte peut être 250 000 $ ou moins. La personne doit être liée au bénéficiaire. Ça peut être investi dans n'importe quoi. Et dans cette situation, ça ne va pas être nécessaire d'avoir une déclaration qui est faite pour cette fiducie. Une autre chose qu'on a vu beaucoup, ce sont des situations où un parent était mis sur la résidence principale de l'enfant, mais seulement pour être capable que l'enfant peut recevoir une hypothèque. Alors, dans cette situation avant, ça c'était considéré comme une fiducie simple. Il y avait une déclaration qui devrait être faite de ce côté. Maintenant, le gouvernement dit, dans ces types de situations, parce que c'est la résidence principale et le parent est là seulement pour l'hypothèque, il n'y a pas ce n'est pas nécessaire de faire cette déclaration à ce point. Super intéressant. Et parlons maintenant de la perte, mais en fait de la vente à perte à des fins fiscales. Que doivent savoir les conseillers à ce sujet? OK. Alors, pour plusieurs personnes, je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup de pertes maintenant, mais s'il y a des pertes, il peut les réaliser avant la fin de l'année. En premier, pour les pertes, ça doit être utilisé contre les gains en capital qui ont eu lieu en 2025. Si le montant au complet ne peut pas être utilisé, ça peut aller les 3 ans avant. Alors, ça peut aller jusqu'à 2022 s'il y a des gains en capital, ou ça peut être reporté au futur indéfiniment. Alors, ça, c'est important à savoir. Une autre chose, c'est que s'il y a une perte qui a eu lieu, la personne ne peut pas racheter le même placement et quelqu'un qui est lié à eux ne peut pas il peut pas acheter cela non plus, parce que ce qui arrive à ce point-là, la perte dans cette situation ne peut pas être utilisée. Alors, c'est beaucoup mieux d'attendre, peut-être aller dans un placement qui n'est pas identique. Alors, une chose, peut-être quelqu'un a fait un retrait d'un fonds catégorie de société, il peut acheter le même fonds en fiducie. Ce n'est pas considéré comme être identique. Alors, dans cette situation, la perte peut être utilisée. Super. Et une dernière question pour toi, Jacqueline. Pour les sociétés privées sous contrôle canadien, quels sont les points à surveiller lorsqu'on investit de manière passive?
Très bonne question. Alors, pour celui-ci, ce qui arrive, c'est que le gouvernement dit qu'une entreprise peut avoir du revenu passif pour une année de 50 000 $. Quand ça dépasse le 50 000, ce qui arrive, c'est que le taux d'imposition pour petites entreprises est réduit par 5 $ pour chaque 1 $ qui est au-dessus du 50 000. Quand ils ont 150 000 $ de revenus passifs pour une année, ils vont perdre leur taux d'imposition pour petites entreprises. Alors, ce que cela veut dire, c'est que si une entreprise a trop de revenus passifs, ça va affecter la façon que leur revenu actif va être imposé. Alors, pour la première tranche de 500 000 $ de revenus actifs qui est gagné dans une entreprise, c'est imposé à un taux de 12,2 %. Alors, c'est beaucoup moins que le taux général qui est de 26,5 %. Alors, il ne veut pas perdre ce taux d'imposition de petites entreprises. La raison que je voulais parler à propos de ceci aujourd'hui, c'est parce que cette limite, c'est pour l'année, pour chaque année. Alors, le montant de revenus passifs qui est gagné en 2025, si c'est plus que 50 000 $, ça peut affecter la façon que leur revenu actif en 2026 va être imposé. Alors, très important de peut-être, au lieu, s'ils sont très proches du 50 000, peut-être au lieu de vendre quelque chose en 2025, peut-être ça serait mieux d'attendre et de le vendre en 2026. Merci d'avoir écouté cette balado-diffusion Dialogue Fidélité. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Dialogue Fidélité sur la plateforme de balado-diffusion de votre choix. Et si vous aimez ce que vous entendez, laissez un commentaire ou une note de 5 étoiles. Pour plus de renseignements sur les webmissions en direct à venir, veuillez consulter fidélité.ca. N'oubliez pas de suivre Fidélité Canada sur LinkedIn, YouTube et Instagram et de vous abonner au Dialogue Fidélité sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. Nous conclurons la balado-diffusion d'aujourd'hui par une note légale. Les opinions exprimées dans cette balado-diffusion sont celles des participants. Elles ne reflètent pas nécessairement le point de vue de Fidélité Investissement Canada, SRI, ou de ses sociétés affiliées. Cette balado-diffusion est fournie à titre d'information seulement et ne doit pas être interprétée comme des conseils en placement ou des conseils d'ordre juridique ou fiscal. Elle ne constitue pas une offre d'achat ou de vente et Fidélité n'appuie, ne recommande ou ne parraine aucun des titres ou des entités mentionnées. Veuillez lire le prospectus d'un fonds avant d'investir. Les fonds ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Les placements dans les fonds sont assortis de frais, de dépenses et de commissions. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!